à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi vient d'achever sa tournée dans 5 pays européens. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Face aux tensions persistantes entre la Chine et les États-Unis, l'Europe a-t-elle un choix à faire? La confiance mutuelle entre la Chine et l'Europe est-elle à la hauteur des enjeux? Et quelles sont les perspectives de la coopération sino-européenne sur fond de pandémie? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Je reçois aujourd'hui par visioconférence M. Ding Yifan, économiste, chercheur à l'Institut de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État, auteur du livre Les hauts et les bas des relations sino-européennes, publié en 2019. Et M. Lionel Véron, ancien diplomate, sinologue et auteur du livre Défis chinois. Son article L'Union européenne à la croisée des chemins a été publié en juin dernier sur le site Chine Info. Bonjour et bienvenue. Alors, je vais commencer par cette visite. Quels sont, selon vous, les résultats les plus tangibles de cette visite de Wang Yi en Europe, Monsieur Ding Yifan? En fait, c'est un voyage un peu particulier parce que au milieu de l'épidémie, parce que vu le résultat récent dans la plupart des pays, il y a une deuxième vague. Un retour de la pandémie dans la plupart des pays européens. Donc, pour voyager dans ces pays européens et montrer la bonne volonté de coopération, il faut un peu de courage. Je pense que le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a montré la bonne volonté de la part du gouvernement chinois d'essayer d'engager un dialogue plutôt constructif dans un monde plein d'incertitudes. Parce que la pandémie crée une telle situation dans le monde que finalement, selon les statistiques de l'OCDE, tout dernièrement publiées, eh bien, il y a une chute spectaculaire de la croissance dans tous les pays du monde. Et il faut donner à cette économie un nouvel élan. Donc le voyage du ministre chinois sert à retrouver un terrain d'entente entre la Chine et les pays européens, au moins sur les mesures de lutte contre la pandémie et sur les moyens de redresser l'économie. Et sur ces deux points, est-ce que vous êtes d'accord, M. Véron, que ce sont des points les plus essentiels de cette visite? Oui, je crois qu'il y avait aussi un point qui est essentiel, c'est l'appel de M. Wang Yi au multilatéralisme face à l'unilatéralisme américain. C'est-à-dire, j'ai le sentiment, à entendre les discours, que c'était un point central de la visite pour essayer de ramener l'Europe, l'Union européenne, et la Norvège, donc qui n'en fait pas partie, a de meilleurs sentiments, je dirais, vis-à-vis du multilatéralisme et à s'éloigner de la tentation unilatéraliste américaine. J'ai le sentiment que le voyage était un peu en double teinte. D'une part, je crois que c'était assez positif, comme le dit Ding Yifan, sur tout de même la conscience de la nécessité d'un rapprochement à cause de la situation économique mondiale et en particulier celle de l'Europe. Et puis, il y avait quelques obstacles qui ont été évoqués, qui restent aujourd'hui, nous l'avons vu déjà en juin, lors de la conférence entre les dirigeants de l'Union européenne et les Chinois, qui restent des obstacles non négligeables parce que portés par l'opinion publique, une partie de l'opinion publique européenne et les médias. Donc je crois que le voyage était en double teinte dans ce sens-là. Et lors de sa visite, Wang Yi a été interrogé plusieurs fois sur une possible nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis, et il a répondu à plusieurs reprises à ce genre de questions. Et on voit aussi que vous avez mentionné tout à l'heure que l'Europe a montré sa soutien de multilatéralisme. Donc aujourd'hui, quelle est la position de l'Europe dans cette tension entre la Chine et les États-Unis? D'abord, sur la question de la guerre froide, je crois que du côté européen, poser la question à Wang Yi pour lui demander si au fond il existe une guerre froide, ce n'est pas très sérieux en tout cas
de la part de ceux qui suivent les affaires internationales et qui sont les dirigeants européens. C'est une évidence que nous sommes dans une guerre froide qui est en train de devenir de plus en plus tiède entre les États-Unis et la Chine, et non pas l'inverse. On a vu encore ces tout derniers jours avec les survols de bombardiers américains venant de Guam, il y a une véritable volonté d'animer ou d'intensifier, disons, un conflit entre les États-Unis et la Chine de la part de Washington. Ça, je crois que d'abord, c'est une évidence. Ensuite, est-ce que l'Europe, en particulier l'Union européenne, est-ce qu'elle est sensible à cette guerre froide et est-ce qu'elle est prête à s'en tenir à l'écart? Je crois que sur le fond, oui. Le problème, comme toujours, c'est la pratique. C'est-à-dire que l'Union européenne est très liée aux États-Unis essentiellement par des liens financiers, économiques, surtout d'abord, et un peu idéologiques. Et il est très difficile pour l'Europe de ne pas suivre la politique américaine, peut-être pas aveuglément, mais en tout cas dans un certain nombre de domaines, et en particulier d'être beaucoup plus, prudent dans ses relations avec la Chine. On le voit dans les discours. Il y a un discours sur le multilatéralisme, comme vous disiez, qui affirme que l'Europe est sensible et attachée au multilatéralisme. Mais d'un autre côté, nous voyons par exemple M. Pompeo rencontrer les 27 États membres en Europe pour parler de la politique vis-à-vis de la Chine. Personnellement, je trouve ça un peu choquant et je me demande si la Chine va proposer de son côté de rencontrer les 27 États membres de l'Union européenne pour parler de la politique vis-à-vis des États-Unis. Il y a à l'évidence un déséquilibre dans l'approche européenne des relations, d'une part avec les États-Unis et d'autre part avec la Chine. Donc je pense que nous sommes dans une grande période d'incertitude du côté européen parce qu'il y a d'un côté les discours qui veulent maintenir une forme d'indépendance vis-à-vis des opinions publiques en particulier, et puis il existe des réalités pratiques qui sont difficiles à contourner pour les Européens. Nous l'avons vu sur l'Iran avec le discours sur les sanctions où l'on dit nous ne respecterons pas les sanctions américaines, mais en réalité toutes les sociétés européennes ont quitté l'Iran. Donc la politique est, entre la politique et les réalités économiques, il y a tout de même un grand fossé. Et M. Denis, dans quelle mesure cette tension entre la Chine et les États-Unis ont-elles influencé la relation entre la Chine et l'Europe? Est-ce que ça va devenir en quelque sorte un obstacle pour la relation sino-européenne? Bien sûr, parce que les pays européens sont d'une certaine manière des alliés des États-Unis. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les pays européens, pratiquement, après l'écroulement du mur de Berlin, après la fin de la guerre froide, d'autres pays européens dans l'Est de l'Europe se sont rejoints aussi à ce camp d'alliance transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. De ce point de vue, les Européens auraient du mal à s'écarter complètement de la politique américaine vis-à-vis de la Chine. Quoique, depuis un certain temps, les intérêts économiques sont devenus plus intenses, plus fréquents, à la fois entre l'Europe et la Chine et entre les États-Unis et la Chine. Maintenant que les Américains veulent se découpler de la Chine, ça pose un véritable problème aux Européennes. Si les Européennes doivent obéir un peu à l'ordre américain, ils doivent aussi se découpler de la Chine davantage. Mais vu la réaction récente des pays européens, parce que en dépit de la pandémie, un certain nombre de pays européens ont régularisé, ont repris normalement le vol régulier entre leur pays et la Chine. Et vu le nombre de voyageurs et le prix de billets de voyage, il faut croire que vraiment il y a un enthousiasme de la part des pays européens de venir en Chine pour reprendre d'abord les contacts commerciaux, mais aussi pour renforcer la coopération avec la Chine. Donc, il y a les Européennes sont d'une certaine manière coincées comme une sandwich entre les États-Unis et la Chine.
En fait, effectivement, on voit que cette fois, quand Wang Yi était en France, il a été question si les entreprises françaises peuvent venir participer à la foire d'importation de la Chine. Donc, mais on se souvient encore que Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s'est inspiré d'une chanson pour dire que l'Europe devait faire comme Sinatra, agir à sa façon et donc ne pas suivre aveuglement Washington dans sa confrontation avec Pékin. Donc, Monsieur Véron, Monsieur Ding Yifan a expliqué tout à l'heure le dilemme, en quelque sorte, que l'Europe fasse maintenant. Si l'Europe a choisi d'agir à sa façon, est-ce que l'Europe est claire de ce qu'il s'agit, cette nouvelle façon de vis-à-vis à la Chine? Je crois qu'il faut d'abord rappeler que l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, c'est une notion au fond relativement vague en dehors de la dimension institutionnelle, parce que les différents États européens n'ont pas du tout la même position, la même approche des États-Unis, de leur relation avec les États-Unis ou de leur relation avec la Chine ou avec la Russie. Si nous prenons par exemple le bloc des anciens pays socialistes d'Europe orientale, d'un côté ils sont très proches de la Chine sur le plan économique parce qu'ils, je dirais, ils tendent la main, ils ont besoin d'investissement chinois, mais d'un autre côté, nous savons que leurs dirigeants sont largement atlantistes, que ce soit la Pologne, que ce soit la Tchéquie, etc. La plupart des dirigeants d'Europe orientale sont très atlantistes, très attentifs, disons, aux exigences, aux positions américaines. Nous avons ensuite un certain nombre de pays qui essayent d'avoir un peu plus d'indépendance, en particulier l'Allemagne et la France, mais qui en même temps sont aux prises, comme le disait Ding Yifan, avec des réalités économiques et sont effectivement prises en sandwich entre les réalités économiques et cette question stratégique et même idéologique, qui est de dire nous sommes plus proches des États-Unis, ce qui reste à prouver lorsque l'on voit l'administration Trump, que du système politique chinois. Donc il y a effectivement cette ambiguïté au sein même de l'Union européenne parce que nous n'avons pas de politique extérieure européenne. De temps en temps, l'Union européenne arrive à passer un texte qui est à peu près co-signé par tout le monde, mais qui en général ne va pas très très loin en matière de prise de position. Si ce n'est celui de l'année dernière, et c'était intéressant, sur la Chine comme rival systémique. Donc d'une manière générale, je crois qu'il est difficile aujourd'hui de dire si l'Union européenne va s'aligner davantage sur les États-Unis ou davantage sur la Chine. Je pense qu'effectivement, elle est prise entre les deux et que pour le moment, elle ne joue pas son rôle de troisième pôle, parce qu'en réalité, c'est, je dirais, la seule chance de survie de l'Union européenne sur le plan international, c'est de jouer un troisième pôle entre la Chine et les États-Unis et d'accepter de prendre ses distances et son indépendance vis-à-vis de la politique américaine. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu que ce n'est pas le cas. Ça a été le cas quelques fois historiquement, lorsque l'on voit la guerre en Irak, par exemple, avec le refus de la France, mais c'est exceptionnel. D'une manière générale, et nous l'avons vu même sur la Chine et la pandémie, les Européens, même lorsqu'ils le disent ou le chuchotent, ont tendance quand même à s'aligner sur les États-Unis vis-à-vis de la Chine, d'une manière générale, tout en essayant de maintenir ce lien effectivement économique avec la Chine. Est-ce qu'ils pourront en permanence jouer sur deux tableaux? C'est une vraie question et je pense qu'ils doivent s'aligner sur un troisième tableau qui serait celui d'un triangle, effectivement, Chine, États-Unis et Union européenne comme pôle de puissance. En fait, Monsieur Ding, Monsieur Véron, en fait, il a mentionné cette annonce de la part de l'Union européenne de considérer la Chine comme un rival systémique. Et on voit aussi des paroles comme l'Europe a été très longtemps trop naïve avec la Chine. Donc, comment expliquez-vous ce genre de changement d'attitude? Finalement, dans les médias européens, aussi bien en Allemagne qu'en France, par exemple, l'opinion publique reflétée par les médias n'est pas très favorable aux relations sino-européennes, même vis-à-vis du voyage du ministre chinois Wang Yi en Europe. La critique était parfois violente. D'abord, il y a cette critique vis-à-vis du régime politique chinois comme quelque chose complètement aliéné.
Donc, ils ne sont pas prêts à accepter un pays réussi. Et pourtant, pour l'opinion publique européenne, ils auraient du mal à accepter une histoire de succès économique dans un pays où le régime est considéré comme communiste. Donc, ils ont l'intention de coller sur la Chine l'ancienne image de l'Union soviétique, des partis communistes dans les pays de l'Europe orientale, en Union soviétique, etc., etc. Et ils pensent que, par définition, le Parti communiste est bureaucratique, incompétent, inefficace, etc. Ça, un pays gouverné par un tel régime, par un tel parti communiste, ne saurait jamais réussir sur le plan économique. Donc la Chine est une exception. Et tout cela, ils n'arrivent pas à comprendre, ils continuent à raconter n'importe quoi sur la Chine, sur les statistiques, sur la performance réelle de la Chine. Monsieur Véran, vous avez mentionné au début de l'émission l'opinion publique et les médias. Donc pensez-vous que ce genre de notion rivale systémique où l'Europe a été très longtemps trop naïve vis-à-vis de la Chine est vraiment un résultat des reportages dans les médias ou une orientation de l'opinion publique? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent à cette image détériorée, on peut dire aujourd'hui, de la Chine en Europe. D'une part, il y a le poids effectivement des médias. Comme disait Ding Yifan, aujourd'hui, c'est-à-dire depuis le mois de janvier-février, nous avons affaire à un véritable bulldozer médiatique contre la Chine. J'ai compté dans certains quotidiens français jusqu'à 6 articles le même jour contre la Chine, sous tous ses aspects. Chaque semaine amène de nouveaux sujets. Donc il y a effectivement un poids considérable des médias, le niveau des journalistes étant assez inégal, comme vous le savez. En termes de connaissances, c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on reprend ce qu'a dit un autre article, qui lui-même a repris ce qu'avait dit un autre article, etc. Le résultat, c'est que tout ça, sur le fond, n'est pas très sérieux, il y a peu d'analyses sérieuses. Donc l'opinion publique est très marquée par ce poids des médias. Et, il faut le dire, les dirigeants aussi, parce que les dirigeants, si vous prenez les responsables européens, ils ne passent pas leur journée à étudier la situation de la Chine. Donc, le matin, on leur donne une revue de presse très brève avec quelques articles, et ils en tirent quelques conclusions souvent hâtives, mais essentiellement à partir de médias, et quelquefois à partir de rapports, d'analyses. Les rapports et les analyses, il faut aller chercher qui sont les auteurs de ces rapports et de ces analyses pour comprendre l'image qui est faite aujourd'hui de la Chine. Et je pense que cette problématique, disons, du poids de l'opinion publique est importante aujourd'hui sur les dirigeants européens, parce que nous sommes dans des systèmes de démocratie parlementaire où nous avons des élections régulières et que je le vois en ce moment avec M. Macron pour la visite de Wang Yi. M. Macron est critiqué un peu partout, y compris dans les commentaires dans les journaux, en disant mais en fait il baisse la tête devant la Chine, il n'a pas osé évoquer tel ou tel sujet, etc. Donc évidemment, les dirigeants européens sont sensibles à ces questions-là parce que ça a une influence sur leur élection ou réélection. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est un véritable problème en Europe. Et puis, il y a la question, comme disait Ding Yifan, idéologique. Il y a par exemple un sinologue suisse, il y a quelques semaines, qui a fait un très long article pour expliquer que depuis 1978, la Chine avait rencontré des succès formidables sur le plan économique et social, uniquement parce qu'on avait libéré l'énergie des Chinois, mais que le système lui-même n'avait aucun impact sur les réussites économiques. Donc effectivement, il y a des manières d'analyser les choses et pour essayer de dire en réalité, il n'est pas possible qu'un régime politique communiste puisse avoir des succès économiques et sociaux. La question, elle est là. Parce que jusqu'à présent, nous avons toujours considéré que c'était des régimes faillis, comme disent les Américains. Alors, dans ce genre de situation, comment voyez-vous les perspectives de coopération entre la Chine et l'Europe? Est-ce que on va encore coopérer sur des dossiers importants ou sinon il y aura peut-être des obstacles dans l'avenir? Il y a les deux aspects.
Je pense que, comme Lionel l'a très bien expliqué, que finalement l'opinion publique est influencée par les médias. Les médias ont un pouvoir excessif maintenant dans le système politique européen parce que ça a des influences sur l'opinion publique et par ricochet, et cela va traduire dans l'action de vote. Comme les dirigeants politiques dépendent beaucoup du vote, donc de l'élection, de l'opinion publique, du coup, du pouvoir des médias, eh bien, les hommes politiques sont obligés de tenir compte de ces réactions dans les médias, dans l'opinion publique, etc. Donc, les relations politiques vont être un peu difficiles dans l'avenir entre le gouvernement chinois et les gouvernements respectifs des pays européens. Mais d'un autre côté, sur un autre volet, sur le plan de la coopération économique et technique, il pourrait y avoir beaucoup de terrains d'entente et de coopération. Parce que je vous ai cité le nombre de voyageurs qui actuellement qui demandent à avoir un billet pour revenir en Chine, mais en dépit de la hausse des prix du billet, etc. Mais ça serait très difficile maintenant en Europe de pouvoir acheter un billet d'avion pour venir en Chine. Et cela montre l'enthousiasme du monde économique de reprendre les activités, d'assumer les activités et la coopération avec la Chine. À part le monde des affaires, mais il y a aussi le monde des techniques, les techniciens, les ingénieurs, etc. Ils ont beaucoup de projets de coopération entre la Chine et les pays européens. Ils veulent faire avancer ces projets de coopération, ils veulent aboutir à leurs objectifs, par exemple sur le changement climatique, sur la protection de l'environnement, de l'écologie, sur le développement de l'économie digitale, numérique, pardon, en français c'est numérique, etc. Dans tous ces domaines-là, il y a beaucoup de projets de coopération. Les techniciens, les ingénieurs, ils veulent faire avancer leurs projets de coopération. Donc, et finalement, je pense que le monde va continuer à être déchiré entre les deux volets. Et quel est votre avis, Monsieur Véron? Vous avez mentionné il y a ce problème de médias, de l'opinion publique qui influence les dirigeants. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que la Chine peut faire pour améliorer cette situation, ou bien quoi que la Chine fasse, la situation resteront les mêmes? C'est difficile à dire. Je pense que améliorer la situation au niveau des médias européens, c'est très difficile. Parce que la tendance est lourde, la tendance est forte et elle est quand même en partie idéologique. Maintenant, qu'est-ce que la Chine peut faire? Je pense, oui, et ça fait déjà un certain temps que je m'exprime là-dessus, je pense qu'il y a un mode de communication adapté à avoir avec, par exemple, les Européens. On ne parle pas aux Européens comme on parle aux Américains ou en Afrique, au Moyen-Orient. Je crois qu'il y a une difficulté de communication, à mon sens, du côté chinois, et que cela, effectivement, pourrait améliorer sensiblement la situation. Mais pour revenir à cette question de coopération, je pense qu'il y a effectivement d'un côté, comme disait Yifan, il y a la coopération économique, je dirais, au niveau des acteurs, c'est-à-dire entre les entreprises, entre les ingénieurs, entre les centres de recherche, et puis il y a la coopération au niveau des décideurs gouvernementaux. Et je pense qu'au niveau gouvernemental, l'Union européenne et la Chine ont aujourd'hui intérêt à se concentrer sur peut-être 2 ou 3 domaines qui sont un peu, je dirais, qui ne sont pas problématiques, et en particulier celui, à mon avis, en tête du climat et de l'environnement. Je pense que c'est la coopération phare qui peut exister entre la Chine et l'Union européenne, parce que l'Union européenne a aussi des technologies. La France, on a vu, se pose leader avec la Chine dans le combat contre le réchauffement climatique. Et la Chine a fait d'énormes progrès dans ce domaine aussi et a beaucoup à apporter à l'Europe. Donc je crois que ça, c'est un thème qu'il faut absolument renforcer pour essayer justement de créer cette convergence et d'améliorer cette relation. Maintenant, il y a évidemment la question
des investissements qui a été évoqué par Wang Yi lorsqu'il est venu. Et là, certainement, les deux parties ont intérêt à faire rapidement un pas vers l'autre pour essayer d'aboutir sur cet accord sur les investissements, pour essayer là aussi d'améliorer cette relation où en fait aujourd'hui la dimension économique, au-delà de la dimension idéologique, la dimension économique est aussi un poids dans les relations, disons dans les opinions publiques. Ce sentiment que la Chine, pour schématiser, que la Chine envahit sur le plan commercial et économique l'Union européenne, mais que c'est difficile pour les Européens d'aller dans l'autre sens, etc. C'est un discours très répandu. Il faut que l'on aboutisse effectivement à des solutions satisfaisantes pour les deux parties pour atténuer ces critiques vis-à-vis de la Chine. Monsieur Ding Yifan, en fait, quel est votre point de vue sur ce que Monsieur Véron a mentionné tout à l'heure comme une amélioration de mode de coopération, de mode de communication entre la Chine et l'Europe? Parce que je me souviens dans votre livre, vous avez aussi mentionné il y a toujours, ça existe toujours un problème de communication entre la Chine et l'Europe, et ça a créé auparavant aussi des problèmes. Oui, il y a deux aspects dans le problème de la communication. D'abord parce que les Européennes ont l'habitude d'interpréter le système politique chinois d'après les modes qu'ils connaissaient, c'est-à-dire l'Union soviétique, le Parti communiste dans les autres pays de l'Est, c'est-à-dire dans les autres pays de l'Europe orientale, etc. etc. Et ils n'ont jamais appris par exemple, à comprendre le système chinois, ou le système actuel chinois, avec son histoire. Le système chinois, ou la nature du pouvoir chinois, n'a pas beaucoup changé. Et ça, l'opinion publique européenne n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça qu'ils ont du mal à parler avec les Chinois du point de vue politique, du point de vue idéologique, etc. Donc il faut comprendre cela. Et dans la conversation, si tout le monde comprend un peu mieux son partenaire, eh bien la conversation serait menée plus facilement. De ce point de vue, il faut créer plus de communication, il faut laisser plus de politologues européennes, spécialistes du système politique chinois expliquer tout cela et non pas laisser les soi-disant sinologues, c'est-à-dire des spécialistes qui ont pris l'habitude d'étudier la Chine depuis la révolution culturelle, comme si la Chine était un pays de terreur, de dictature, etc., etc. Donc il faudrait remplacer ce genre d'image de la Chine par des images plus réelles de la Chine. Et il y a d'abord un problème de communication dans ce sens-là, mais il y a un autre aspect de l'amélioration de la communication, c'est d'inviter de plus en plus d'Européens, tous des intellectuels, des professeurs, des spécialistes, mais aussi des personnes importantes du monde des médias à venir en Chine, à visiter la Chine, à ouvrir leur horizon sur la Chine, etc. Ça aussi, je pense qu'après la pandémie, il y aura un travail de communication à faire sur ce point-là. C'est vrai que la confiance mutuelle est basée sur la compréhension mutuelle d'abord. Et je vous remercie tous les deux. Merci Monsieur Ding Yifan et merci Monsieur Lionel Véron d'avoir participé à notre émission. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.